Bonjour, chronique littérature, aujourd'hui science-fiction, science-fiction de bourrin et en lien avec le jeu de rôle, entre autres, et bien d'autres jeux en fait, puisque je vais vous parler de Fulgrim de Graham McNeill, qui est le cinquième titre de la série L'Hérésie d'Horus, dans l'univers de Warhammer 40 000. Donc le sous-titre original de Fulgrim est Visions of Treachery, puisque je l'ai lu dans cette version originale anglaise. En français, ça donne Portrait d'une trahison, sauf erreur. Ça a été publié par Game Workshop, et plus précisément Black Library, dans la collection Warhammer 40 000, et donc plus précisément The Horus Heresy. Le roman date originellement de 2007, cette version de 2013, et c'est une édition électronique. Chose promise, chose due, je reviens bourrinement au roman Warhammer 40 000, et après l'expérience assez peu concluante, mais qui sera tout de même poursuivie, de Fast and Only de Dan Abnett dans la série des Fantômes de Gaunt, c'est bien cette fois à l'Hérésie d'Horus que je reviens, avec son cinquième tome, Fulgrim, signé Graham McNeill, qui avait en son temps commis le tome 2, Les Faux Dieux, jusqu'alors celui que j'avais préféré. Fulgrim, dans sa lignée, m'a fait l'effet d'une bonne, voire très bonne pioche, surtout après un quatrième tome, La Fuite de l'Eisenstein, de James Swallow, tout de même passablement faiblard. Ceci étant, Fulgrim n'est pas pour autant sans défaut, car il est trop long. À l'époque de sa sortie, c'était d'ailleurs clairement le plus long roman de la série, mais je suppose que cela a pu changer depuis. Cependant, ayant lu quelques autres retours sur ce roman avant de me lancer dans cette chronique, j'ai l'impression que les autres lecteurs et moi-même, qui identifions tous ce défaut, ne plaçons pas du tout le curseur au même endroit. Fulgrim n'est pas à proprement parler la suite des 4 premiers volumes. Comme le quatrième, il opère un retour en arrière, mais il a une dimension plus ample en même temps que plus resserrée, plus épique aussi, en traitant de l'évolution de la Légion des Emperor's Children et de son primarque, Fulgrim donc, sur toute la période couverte par la trilogie Loken, mais aussi, sauf erreur, un peu avant et un peu après. Les Emperor's Children sont une des légions les plus brillantes engagées dans la Grande Croisade, et Fulgrim est un des primarques les plus estimés. Sous sa gouverne, les Emperor's Children sont en quête de la perfection, une véritable obsession à ce stade, et qui ne sera pas pour rien dans leur perte, car il s'agit bien sur plusieurs années et sur plusieurs théâtres d'opérations très divers de rapporter comment ces soldats d'élite et leurs charismatiques maîtres ont succombé aux séductions des puissances de la ruine. Et, autant le dire d'emblée, ce n'est guère longtemps un mystère, de cela à Neige plus précisément. Le choix de cette divinité hédoniste et cruelle permet de manière aussi troublante qu'intéressante d'user de l'art et de la philosophie comme véhicule de la corruption, art et philosophie issus de la vieille Terra comme des Xénos. C'est pertinent dans l'optique FAF de Warhammer 40 000, et destiné sans doute à manifester chez le lecteur moins bourrin que ces personnages nazis ou non, espérons-le, la séduction intellectuelle aussi bien qu'esthétique du chaos. Ce sont tout d'abord les Space Marines qui lisent et prisent la beauté que nous sommes portés à apprécier. Ils nous changent agréablement des brutes lambda, archétypes un peu navrants de la machine de guerre des Astartes. Pourtant, dans l'optique de cet univers, ce sont ces brutes qui ont raison, avec des guillemets, en se préservant de toute corruption chaotique, une menace alors pas bien définie puisque nous en sommes encore au prélude de l'hérésie d'Horus, ou de corruption Xénos. On ne doit pas permettre aux Xénos de vivre. Ce sont les Solomon Déméter, les Soltarvitz, les militaires droits qui se moquent de l'art et ne sont là que pour massacrer. De fait, les autres légionnaires, artistes et hédonistes, toujours un peu plus, même avec les meilleures intentions du monde, succombent progressivement, ainsi que les commémorateurs, ces artistes qui accompagnent la Légion pour témoigner de sa gloire. On les a régulièrement croisés dans les précédents volumes de la série, mais ils n'ont sans doute jamais été autant à leur place que dans Fulgrim. C'est toutefois un long processus qui va être déroulé par Graham McNeill au fil de plusieurs théâtres d'opération. Et c'est au regard de ce processus que mon opinion diffère assez largement de celle d'autres chroniqueurs lus çà et là. Pour dire les choses, j'ai apprécié que l'auteur prenne son temps pour illustrer la corruption des Emperor's Children, sans négliger pour autant les hauts faits aussi braves que répugnants, dans des opérations militaires très bien rendues, très palpitantes. Mais en dernier ressort, le roman m'a paru s'essouffler quand il a fallu rattacher tout cela aux éléments primordiaux de l'hérésie d'Horus, impliquant la démesure épique. Sauf que j'ai alors eu le sentiment d'un auteur épuisé, et qui du coup épuisait également le lecteur, le Nébal en tout cas. Finalement, ces grandes batailles finales m'ont donc bien moins parlé et transporté que celles qui précédaient, d'une ampleur assurément moindre, d'une portée dramatique sans doute bien moindre également, et pourtant narrées avec beaucoup plus d'astuce et de brio. Il s'agit en l'espèce de 3 théâtres d'opération, très divers dans leurs implications. Le premier voit les Emperor's Children s'en prendre l'AR, une espèce xénos très étrange, et qui oppose aux Space Marines une résistance inattendue. C'est bel et bien le point de départ de la corruption de la Légion et de Fulgrim, car un temple farouchement défendu y abrite des merveilles artistiques, musicales notamment, un bon point,
qui fascine et contamine invariablement tous ceux qui y sont confrontés, en même temps que l'apothicaire Fabius Bill, intrigué par l'ingénierie génétique d'Elaers, décide de se livrer à quelques expériences sur cette base avec des Emperor's Children pour cobayes. Il les corrompt littéralement avec du matériau génétique Xenos, qui a besoin d'une métaphore à ce stade. Le caractère de guerre d'extermination dans le cas d'Elaers est très appuyé, mais il connaît des variantes saisissantes dans le deuxième théâtre d'opération qui oppose les Emperor's Children et la Légion amie des Iron Hands, avec à sa tête le primarque Ferrus Manus, au Diasporex, une civilisation issue de la vieille Terra, avant même, semble-t-il, le Moyen-Âge technologique, car vivant toujours dans un ensemble d'arches stellaires. Ces humains-là ont entre-temps frayé avec des Xénos, ce qui justifie sans l'ombre d'un doute pour les Space Marines la nécessité absolue de les exterminer tous autant qu'ils sont. Autant pour la bienveillante libération des humains égarés, qui est supposée constituer la raison d'être de la Grande Croisade. Quoi qu'il en soit, cela permet à Graham McNeill de mettre en scène une chouette bataille spatiale, abordage inclus, mais aussi d'introduire un thème fondamental du roman, l'amitié, disons la bromance, entre Fulgrim et Ferrus Manus, qui n'est pas sans comporter des agacements réciproques sous le vernis camarade puis la sueur et la testostérone. Cela sera bien sûr crucial pour la suite des événements. À ce stade, on sait déjà que le point d'orgue théorique du roman consistera en une lutte à mort entre les deux primarques. Or, Ferrus Manus est une brute, là où Fulgrim, à ce moment du roman, se découvre esthète. En témoignera le troisième théâtre d'opération, nouvelle étape cruciale dans la corruption de Fulgrim et des Emperor's Children. Des mondes presque vierges, d'une beauté sidérante, tels que le primarque, ému aux larmes, décide de ne pas les ouvrir à la colonisation-exploitation, ce qui est pourtant sa tâche. Il suscite dès lors l'incompréhension outrée de ses soldats les moins corrompus, Solomon Déméter et Soltarvitz. Mais ces mondes ne sont pas totalement vierges, ils sont en fait sous la surveillance des Eldar du vaisseau-monde Ultué. Ce n'est pas la première rencontre entre humains et Eldar, mais les deux espèces se connaissent encore très mal. Le grand prophète Eldrad Ulsran a prédit les Résidorus, et le comportement étonnamment ouvert de Fulgrim, en fait un stigmate de sa corruption, ce dont pouvaient se douter ces Eldar, responsables, avec des guillemets, de l'apparition de Slaanesh. Ce comportement donc l'incite à tenter le tout pour le tout en organisant une rencontre au cours de laquelle il lui révèle le poteau rose. Bien sûr, le primarque réagit très mal, Horus ne ferait jamais une chose pareille. La rencontre dégénère en escarmouche, pas dépourvu, cela dit, de moments épiques. À vrai dire, l'affrontement avec le Seigneur Fantôme qui un homme d'or m'a probablement davantage impressionné que celui alors encore à venir entre les primarques des Emperor's Children et des Iron Hands. Jusqu'ici, à mes yeux, c'était un quasi sans faute. Un space-op militaire mais pas bœuf, bien conçu, avec un fond, une âme, outre des scènes de bataille très bien gérées, très palpitantes. Une cerise sur le gâteau, en face des bolters de la Légion, des civilisations Xénos, ou pas tout à fait dans le cas du Diasporex, bien typée et tout à fait intéressante. C'est long, oui, mais c'est bon. Ensuite, ça m'a beaucoup moins parlé. La corruption de Fulgrim devient bien plus franche, très vite, mais sans doute trop. La séquence orgiaque qui constitue l'aboutissement des travaux dégénérés des commémorateurs en face d'un public militaire étonnamment esthète, ou plutôt avec lui, produit un tableau halluciné, pas vraiment attendu dans un roman Warhammer 40 000, mais intéressant. Fulgrim lui-même toutefois est trop facilement embrigadé dans les rangs des Résidorus, comme tous ceux de ses pairs qui succombent, et à ce stade Graham McNeill me paraît à choper un peu sur cette difficulté typique de cet univers FAF, qui transmute invariablement la déviance louable selon nos critères, en maléfice infâme selon les critères propres à l'univers de Warhammer 40 000. Le reste, c'est la grande histoire, les pièges sur Isvan 3 et Isvan 5, le tournant révélateur de l'hérésie d'Horus. Cela devrait être démesuré, épique, tétanisant, révoltant, mais non, ça ne m'a pas emballé plus que ça. Peut-être parce que l'auteur était alors beaucoup plus contraint par sa Bible. J'ai eu l'impression qu'il était un peu épuisé, oui. Il y a de bons moments, des trahisons impardonnables, des mutations terrifiantes, des actes de bravoure à la mesure des méfaits odieux. Et oui, le combat entre Fulgrim et Ferrus Manus, certes. Mais sa résolution tragique ne m'a pas touché autant qu'elle l'aurait dû. Et encore une fois, les scènes de bataille antérieures, pourtant bien moins épiques, m'ont fait l'effet d'être bien plus palpitantes. Incomparablement, à vrai dire. Cela doit sans doute au moins pour partie à la démesure des affrontements du secteur Isvan, certes. On ne peut pas tout dire, il faut laisser le champ libre à d'autres auteurs dans d'autres livres. Ceci dit, même dans cette dernière centaine de pages un peu poussive à mon goût, le résultat reste plus qu'honorable, meilleur que First and Only en ce qui me concerne. Et dans ce qui précède, il y a vraiment des trucs très bien. Pas seulement pour les amateurs de Warhammer 40 000, j'entends. Dans la catégorie Space Up baston mais pas con, ça me fait l'effet d'être dans le très haut du panier. Et ça m'incite à noter sur mes tablettes le nom de Graham McNeill. Parce que du coup, sur la base des seuls 6 romans Warhammer 40 000 que j'ai lus, c'est certes peu, je me dois de relever qu'il a commis les deux qui m'ont le plus emballé pour l'heure. Celui-ci est antérieur à Les Faux Dieux, donc.
Il y a peu, un camarade me disait que Dan Abnett était l'auteur qui avait le mieux compris et intégré cet univers. C'est possible sur le long terme, mais pour l'heure me concernant, c'est bien Graham McNeill qui a su le mieux mettre en scène les ambiguïtés morales de cet univers cauchemardesque, un point qui m'intéresse tout particulièrement, sans négliger le moins du monde les batailles et l'action pour autant, et sans non plus succomber aux facilités d'une écriture professionnelle, contrairement à First and Only, donc par exemple, une écriture professionnelle et distanciée. Suite des opérations, d'abord Ghostmaker de Dan Abnett dans la série des Fantômes de Gaunt. Et concernant les résidus russes, ce sera Descent of Angels de Mitchell Scanlon, dont je n'ai entendu dire que du mal, absolument partout. Alors pas sûr d'aller jusqu'au bout dans ces conditions, mais ça ne me dissuadera pas de lire la suite a priori, car je sais qu'on y trouvera ça et là des romans tels que ce Fulgrim, certainement pas parfait, mais tout de même bougrement enthousiasmant et qui remplit très bien son rôle.